Je pense que Philippe Simo de la chaîne Investir au pays n'est plus à présenter. On m'a envoyé cette vidéo pour réagir car il parle de construction. Il parle de manière franche sur les étapes qu'il faut suivre pour la construction en Afrique. Mais c'est pas qu'en Afrique, c'est un peu partout comme ça. Mais en tout et pour tout, il parle aussi des contraintes qu'il endure lorsqu'il entreprend un projet de construction. Au début, je voulais pas vraiment analyser cette vidéo parce que je me suis dit, ok, il y a vraiment pas grand chose à dire, mais en écoutant un peu plus profondément, je me suis rendu compte que c'est vraiment des choses intéressantes dont il parle. Donc, on va essayer de détailler point par point ces dires pour voir ce qui est intéressant et ce qui est à retenir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sagesse Boutou, je suis architecte et entrepreneur. Bienvenue. J'ai réalisé une formation sur la construction en terre crue, mais ça, je vais vous en parler en cours de la vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir le travail que nous faisons sur la chaîne, ça fait énormément plaisir de votre part. Aujourd'hui, nous allons parler de construction de manière pratique parce que beaucoup de personnes rêvent de construire leur maison. Malheureusement, on le sait tous aujourd'hui, beaucoup de constructions dans nos pays tombent. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, ce sont les 5 choses que vous devez maîtriser pour vous assurer que votre construction... Ah oui, c'est vrai qu'en Afrique, beaucoup de constructions tombent. J'entends souvent écroulement, tout ça, mais il y a des raisons à ça. ...réussissent. Ici, ce que vous voyez là, c'est une cage d'ascenseur qui va prendre 2 ascenseurs pour un immeuble. Sur la vidéo, il est sur un chantier. Je ne sais pas c'est lequel, je ne saurais le dire, mais je pense que c'est l'un de ces chantiers. S'il a pu avoir autant accès à être à ce niveau-là, si tu n'es pas professionnel, tu n'es pas bien équipé, des bottes, tout ça, tu peux pas être à cet endroit-là. Donc s'il est à cet endroit, c'est parce que c'est son chantier. Qui est encore au stade de ses fondations. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer un certain nombre d'éléments que vous devez prendre en compte, peu importe le type de construction que vous allez faire. Et croyez-moi, si vous respectez les 5 étapes qu'on va voir ici maintenant, vous n'allez jamais avoir de problème dans votre construction. Jamais, jamais. Le problème, c'est qu'il arrive toujours des imprévus dans une construction. Alors aujourd'hui, nous allons parler de construction parce qu'on le sait tous, beaucoup d'entre nous veulent construire, soit pour faire des investissements comme moi, ou alors pour faire simplement des résidences et des habitations, comme c'est le cas de beaucoup de personnes. Et il faut le dire, on est aujourd'hui très effrayé parce qu'on voit beaucoup d'immeubles tomber dans nos pays et on se demande qu'est-ce qui se passe. En réalité, il faut qu'on soit clair là-dessus. Les immeubles tombent du fait d'erreurs humaines. Si on fait les choses proprement, les immeubles ne tomberont jamais. Jamais au grand jamais. On va donc voir dans cette vidéo qu'est-ce qu'il faut bien faire pour s'assurer qu'un immeuble ne tombe jamais, immeuble ou maison. En réalité, c'est pas totalement faux ce qu'il dit. Un immeuble ne va pas tomber aussi facilement. Avant de construire un immeuble, vous savez par toute la batterie de phases que ça passe, les bureaux de contrôle, les CCTP, il y a plusieurs organismes. C'est pas seulement une seule entité, c'est plusieurs entités. Vous savez, les grands buildings que vous voyez là, en Europe. Il y a plusieurs organismes et plusieurs entités qui passent par ça. Donc il n'y a pas que l'architecte qui a fait son plan, après on a des... Non, pas du tout. Même quand l'ingénieur il fait, il doit avoir des calculs sur du bureau de contrôle. Il doit avoir d'autres bureaux externes. Le bureau du maître d'ouvrage. Il y en a tellement que si le projet il sort, ça veut dire que tout a été validé. Ah là, croyez-moi que ça veut dire que tout a été validé. Donc, il n'y a pas moyen que ce genre de projet-là tombe si ce n'est pas une catastrophe naturelle. Et encore, même les catastrophes naturelles sont étudiées. À moins que ce soit une catastrophe naturelle dans le type grand tremblement de terre et tout. Mais si c'est que pour les petites raisons que je vois souvent des immeubles tombant en Afrique, c'est vraiment des erreurs humaines. Comme il le dit, c'est vrai. Je précise que ce que je vais vous dire dans cette vidéo est le fruit de discussions avec des constructeurs qui m'ont donné pas mal d'éléments pour m'expliquer pourquoi des immeubles tombent. Et vous allez parfaitement comprendre au terme de cette vidéo. Oh mais c'est simple, c'est principalement pour une raison d'étude de sol. Ça veut dire que le sol sur lequel va reposer le bâtiment n'a pas assez été étudié, tu vois. C'est principalement pour ça. Quels sont les différents problèmes qui... Vous savez, c'est comme les chaussures pour courir. Vous savez, les chaussures pour courir sont étudiées. Il y a des semelles qui sont un peu particulières, il y a des rebonds, il y a des mousses spéciales. Il y a des chaussures qui ne sont pas faites pour courir. Ce qui veut dire que tu vas les abîmer si tu cours avec. Tu vois, c'est un peu comme le sol. Donc le sol aussi, il y a des sols qui ont une capacité minimale de réception de charge. Voilà. Donc c'est toutes ces études-là qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas à négliger, c'est vraiment la base de la base. Peuvent entraîner que des immeubles tombent. Et pourquoi vous pouvez vous passer de ce genre de cauchemar? La première chose qu'il faut pouvoir réussir quand on veut bien faire son projet de construction, que vous vouliez construire une cabane ou alors un R+100, ce sont les études. Vous avez bien entendu? Les études. Ici, je parle des études techniques. Un bâtiment est d'abord pensé de manière architecturale. Ça, c'est ce que tout le monde connaît. L'architecture, c'est le dessin de ce qu'on veut faire. La partie extérieure, on voit une façade, on voit des balcons, on voit des couleurs. Ça, c'est la partie extérieure. Une fois qu'un architecte a fini de construire cette belle partie extérieure, il confie maintenant ce beau schéma-là à un ingénieur en génie civil. Et l'ingénieur en génie civil va faire ce qu'on appelle les calculs. Okay? Et ces calculs vont lui permettre en réalité de rendre réalisable
le beau dessin qu'on a vu. Et c'est là qu'il y a souvent des problèmes. Comment dire ça? Ouais, en réalité, les problèmes ne viennent pas forcément de l'architecte. Ça peut venir de l'architecte d'une part, mais c'est pas très commun, à moins que ce soit un architecte vraiment nul. Sinon, si c'est un architecte qui a fait au minimum son travail, il essaie de limiter au maximum les problèmes. Les risques que l'architecte peut prendre, généralement, c'est des risques dans le type faire de trop grandes portées, de trop grands balcons, ce genre de choses. Mais une fois qu'on confie à l'ingénieur, c'est à l'ingénieur maintenant, à ce moment-là, de dire si c'est faisable ou pas. En réalité, tout est faisable. Mais c'est à l'ingénieur vraiment de réussir à rendre cela faisable. C'est-à-dire qu'avec les calculs, les structures, la partie beaucoup plus technique du bâtiment. De manière polie. Il y a beaucoup de charlatans dans nos pays. Vous entendez ce que je dis? Il y a beaucoup de charlatans dans nos pays. Ça, c'est vrai. Je vous jure, j'ai essayé de travailler avec des ingénieurs locaux, des gens, certaines personnes locales. J'ai très souvent été déçu. C'était pas au niveau de ce que je voulais. Je suis revenu justement avec les gens avec lesquels j'étais habitué. C'est pas ce que je voulais. Je voulais vraiment travailler avec des locaux, mais c'est vraiment compliqué. Il faut parfois savoir accepter les choses. On est dans des choses qui sont des constructions. Les gens dépensent beaucoup d'argent. Donc, on n'est pas prêt pour faire des petites erreurs dans le genre parce qu'une personne n'a pas été assez assidue sur les trucs. Donc, parce qu'il me faut des notes de calcul. Il faut beaucoup de choses qui me manquaient. Donc, je continue pas. Tant que je trouve pas des gens qui sont vraiment compétents, je continue pas avec du à peu près. Je n'aime pas dans le bâtiment, le à peu près, c'est vraiment à proscrire, vraiment. Qui est-ce que j'appelle charlatan? J'appelle charlatan des gens qui ont des diplômes. Et je pèse mes mots. Des gens qui ont des diplômes et qui vous ratent les calculs. Vous avez entendu ce que je dis? Des gens qui ont des diplômes d'ingénieur en génie civil et qui vous ratent les calculs de structure de votre bâtiment. Alors, pourquoi un ingénieur rate les calculs? La principale raison qui ferait qu'un ingénieur rate les calculs, au-delà de son incompétence, c'est le fait qu'il n'ait pas eu ce qui doit venir avant l'étude de sol. Quand un ingénieur a l'étude de sol, c'est ce qui détermine quelle capacité, à quelle profondeur la terre peut supporter le projet qu'on doit lui mettre. Une fois qu'on a ça, l'ingénieur, lui, il peut calculer. À quoi servent les calculs? J'ai voulu qu'on soit sur un chantier pour que vous compreniez bien pourquoi les calculs sont super importants. Quand on veut construire un bâtiment, ici on est au début, ok? Donc vous allez pouvoir vraiment comprendre de quoi je parle. Vous remarquez bien qu'au sol, il y a des fers qui sont tissés, ok? Parce qu'ici, on est en train de vouloir faire ce qu'on appelle un radier, ok? Dans la ce que je me dis, c'est un radier général, toi. Un radier, ce n'est rien d'autre qu'une sorte de plante des pieds, ok? C'est-à-dire que le corps humain, si vous remarquez bien, hein, le corps humain repose sur la plante des pieds. C'est la partie qui est en contact avec le sol. Le radier est l'un des deux moyens, parce qu'en fait, soit on fait des radiers, soit on fait des semelles. Ce sont les deux moyens par lesquels on stabilise un bâtiment au sol. Parce qu'il faut bien considérer que quand on construit une maison, on pose la maison sur quelque chose afin que la maison ne touche le sol. En fait, il faut considérer que votre maison, votre immeuble, c'est quelque chose qu'on peut porter, ok? On peut le porter d'un point A à un point B. Maintenant, quand on le porte, en réalité, on vient le poser sur, non pas le sol, ok? Ici, par exemple, on est dans un site sur lequel on a creusé. On a creusé, parce qu'on a creusé ici, ok? Et le bâtiment va venir se poser à même le sol, mais on ne fait pas pour reposer le bâtiment sur le sol. Le radier, en réalité, c'est une épaisseur de béton qui est plus ou moins conséquente sur laquelle le bâtiment va venir poser. Si vous comprenez bien ce que je dis. C'est ça. En gros, le radier, c'est une fondation, on va dire. Mais c'est comme si on avait mis une dalle et c'est sur cette dalle-là que votre maison va reposer, en gros. C'est ça. Là, je pense que ça doit être un niveau de sous-sol. Il y aura un parking souterrain certainement, d'où le fait qu'il y ait beaucoup ce creux, parce que sinon, je ne justifie pas ce creux-là. Ensuite, il y aura une autre dalle en haut. Donc, ça, c'est le radier du... Ça veut dire donc que le radier, en réalité, permet de pouvoir recevoir le poids de tout le bâtiment sur lui. Il doit donc être hyper solide et il permet au bâtiment de ne pas être en contact avec la terre. Ce qui fait donc que l'humidité de la terre ne peut pas toucher le... Après, je ne veux pas vous expliquer ici la différence entre faire un radier et faire des semelles. Ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Ça, c'est beaucoup des termes trop techniques que vous n'avez pas envie de savoir. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut une fondation. Et pour une fondation qui soit réalisée, quand on veut déjà aller dans ce genre de projet, il faut une étude de sol. Ensuite, une étude d'ingénieur. Ensuite, la fondation. Bâtiment. La fondation qui soit les semelles, soit le radier. Puisqu'il y a un radier qui sépare le sol de la construction. Le but des études, donc, d'un ingénieur en génie civil, dans ce cas de figure par exemple, ça va être de pouvoir déterminer quel type de fer on va mettre au sol, quelle est l'épaisseur du radier, et ensuite dans un laboratoire, on va déterminer quelle est la composition du béton. Il se trouve que les trois étapes dont je viens de vous parler là, beaucoup de personnes soit les négligent, soit les font faire par des charlatans, de vrais charlatans.
Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a des logiciels qui permettent de faire des calculs de structure. OK? Vous savez, j'ai discuté avec un ami une fois, on parlait de construction. Et je lui ai dit que quand je travaillais mes designs, je travaillais avec une fille qui travaille avec moi, elle est russe, et elle fait très bien les designs. Elle sait très bien retranscrire ma pensée. Vous savez, quand je lui dis un truc, elle le fait. Et lui il me dit, oui, mais pourquoi utiliser une russe pour des projets en Afrique et tout. Je lui ai dit, il y a certaines choses que j'ai essayé en Afrique que j'ai pas pu. Je suis pas tombé sur des bonnes personnes, tu vois. Des gens qui me disaient qu'ils avaient les capacités, mais c'était pas vraiment le cas. Et la personne qui retranscrit même mes choses, ce que je veux transcrire, c'est elle. Et pourquoi changer une équipe qui gagne juste parce que, pour avoir juste le plaisir de dire, oui, j'ai travaillé avec un Africain. Je vois pas que ça change. Déjà, c'est moi. Le truc, c'est qu'elle, elle reproduit juste ce que moi, je pense. Donc, c'est moi qui lui dis quoi faire. Elle le retranscrit juste. C'est tout. Donc, ça vient de moi. Moi, africain. Donc, arrêtez juste de vos Made in Africa juste parce que c'est Made in Africa. Il faut que le travail soit bien. Il faut que le travail soit bien. Je suis désolé. À un moment donné, c'est bien être communautaire et tout, mais si c'est pour faire du n'importe quoi, moi, je suis pas dedans. Non, pas du tout. Il faut que les choses soient bien. Made in Africa ou pas. On s'en fout. Mais, si vous comprenez bien, un bâtiment, c'est comme le squelette de l'être humain en réalité. C'est-à-dire que le squelette de l'être humain, vous voyez bien que le squelette, c'est que des os, sur lesquels maintenant on vient rajouter de la chair, on vient rajouter des vaisseaux, ainsi de suite. C'est à peu près la même chose d'un bâtiment. OK? Le squelette de votre bâtiment, ça va être ce qu'on appelle le gros œuvre. Et c'est lui qui tient votre bâtiment. C'est la partie la plus importante du bâtiment. C'est lui en tout cas qui fait que le bâtiment ne tombe pas. Eh bien ce squelette-là, justement, il est calculé au travers de logiciels auxquels on doit donner des options. Ces options, c'est l'ingénieur en génie civil qui les donne. Il se trouve que de nos jours, la plupart des ingénieurs, parce qu'ils sont soit mal formés, soit fainéants, soit paresseux, soit juste nuls, ils ne savent pas faire ces hypothèses-là. Ils vont juste venir devant un logiciel, mettre des données dans un logiciel et espérer que le logiciel leur donne derrière les composants dont je vous ai parlé. Et malheureusement... Non, les ingénieurs de mon équipe sont quand même des gens forts. Quand même des gens forts avec lesquels on fait des grands trucs, donc oui. Bien souvent, quand il s'agit de projets un peu complexes, ces études sont fausses. Donc, le premier conseil que je vais vous donner, si vous voulez construire quelque chose de sérieux dans votre vie, faites très attention aux études. S'il y a quelque chose dans lequel vous devez payer le plus cher possible, même dans votre bâtiment, ce sont les études. Parce qu'en fait, une fois que vous avez toutes les études de votre bâtiment, vous pouvez les donner à un constructeur lambda et il va construire. Ah. Mais si... Non. En fait, c'est un tout. C'est un tout. Si le constructeur n'est pas aguerri, je suis désolé, mais... Et même les études, si les ingénieurs ne sont pas aguerris pour lire les plans d'architecte, c'est chaud. Tout le monde doit être excellent. Il n'y a pas de quelqu'un qui doit être... Non, tout le monde doit être maître dans son domaine, excellent dans son domaine. Que ça parte de l'architecte, de l'entreprise de géotechnicienne, de tout. Tout le monde doit être... Les études sont mal faites. Vous êtes en train de construire quelque chose qui va reposer sur la chance. C'est tout. Si vous avez de la chance, ça va tenir. Si vous n'avez pas Dieu fait, mon bâtiment va tenir. Ça va s'effondrer, ça va tomber. Ça, c'est la raison pour laquelle les immeubles tombent. Comment il dit? Ouais, mon bâtiment va tenir par la grâce de Dieu. Parce que les études n'ont pas été bien faites. Et quelles sont les études qui n'ont pas été bien faites finalement? Ce sont les études qui permettent de soutenir le bâtiment. Parce que si on se rate donc sur le radier, par exemple, supposons qu'un bâtiment, OK, devait avoir un radier qui fait 80 cm, donc à peu près comme ça. C'est-à-dire qu'on prend toute la superficie, là, elle est énorme, hein, et on coule du béton de 80 cm, à peu près comme ça. Et c'est là-dessus qu'on vient poser l'immeuble. Si au lieu de 80 cm, vous avez un charlatan qui a calculé 50 cm, il vous a dit non, c'est 50 cm le radier, qu'est-ce que vous faites? Vous allez venir donc, vous donnez ça à un constructeur, il prend, il vous met 50 cm de béton, et on vient maintenant faire reposer sur le bâtiment, sur ce radier-là, un bâtiment qui nécessitait en réalité 80 cm. Vous êtes sûr que ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans. Ce bâtiment va tomber. Il va tomber. J'ai dit tout à l'heure que quand on fait des bâtiments qui sont élevés, on privilégie les méthodes de radier parce qu'elle est beaucoup plus stable. L'autre méthode qui existe, c'est celle des semelles. Et c'est celle qu'on utilise généralement quand on construit des maisons. Les semelles, si vous remarquez bien, ce sont des poteaux que l'on vient et que l'on creuse au sol. Et là, dans ces poteaux-là, enfin, dans ces trous-là, qu'on creuse à 80 cm, 1 mètre, en fonction du projet, bien évidemment, on creuse. Et dans ces trous-là, donc, on va venir remplir ça de béton. Et à partir de là, on va poser le bâtiment là-dessus. Ça veut dire que le calcul que l'ingénieur en génie civil va faire, pareil, c'est combien de poteaux il faut mettre pour tenir ce bâtiment et quelles vont être les épaisseurs de chacun des trous et la composition du béton qui est calculée dans un laboratoire.
Donc j'insiste beaucoup sur ce point parce que pour moi, c'est clairement le point qui est le plus négligé. C'est le point qui est le plus négligé et c'est le point qui fait le plus échouer. Ne vous fiez pas au fait que vous connaissez quelqu'un et vous dites non, moi j'ai l'habitude de construire. Ça ne veut rien dire. S'il y a un endroit où vous ne devez pas rigoler, c'est avec cette partie-là. En fait, ça veut rien dire que tu aies l'habitude de construire, que tu viens de construire. Peu importe, les calculs, c'est les calculs. Les mathématiques, c'est comme ça. Un débutant en maths et un expert en maths, la différence, ce sera plus sur la rapidité de travail. Mais le calcul, le résultat, devra être identique, que tu sois professionnel ou débutant. Et les mathématiques, c'est une science qui ne trompe pas. Et c'est comme ça. Est-ce que vous confiez cette partie-là à une entreprise? Un enfant qui vient d'apprendre à compter, il va compter que 2 plus 2 est égal à 4. Okay. Une personne qui est déjà âgée, par exemple moi, je vais aussi compter que 2 plus 2 est égal à 4. Donc, on a eu le même résultat. Lui, peut-être qu'il a pris du temps. Il a compté des bâtonnets, il a eu 4. Moi, je l'ai compté dans ma tête. Mais le résultat, c'est la même chose. Qu'il soit débutant, qu'il soit expert. C'est la science de la mathématique. C'est tout. Qui va vous prendre cher, mais après vous dormez tranquille. Parce que vous savez que les études qu'ils ont faites là, elles sont bonnes. Première chose donc, comme je disais, de bonnes études. Prenez un bon cabinet en génie civil pour faire les études. Ils vont vous donner plein de choses. Ils vont vous donner des plans de coffrage, ils vont vous donner plein de plans de ferraillage, ils vont vous donner plein de plans après leurs études. Deuxième chose, si vous voulez réussir votre projet de construction, après avoir donc réussi, après avoir donné vos études à un bon cabinet, la deuxième chose avec laquelle vous ne devez absolument pas rigoler pour réussir votre projet de construction, c'est simplement le cabinet de contrôle. Oui, la majorité des gens qui construisent dans nos pays ne payent pas des cabinets de contrôle. Et c'est donc là que vous gâtez tout. Le cabinet de contrôle dont tu veux parler, nous on appelle ça des bureaux de contrôle en France. Les bureaux de contrôle, justement, j'en ai jamais parlé dans la chaîne, mais je vais les laisser d'abord parler. Le contrôle est tellement important quand vous réalisez un projet de génie civil. C'est même ce cabinet-là qui va vous assurer que votre projet va réussir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand un ingénieur calcule ses structures, tout ça, il a trouvé des calculs, ok? On peut donner à l'entrepreneur pour construire. Mais avant de donner à l'entrepreneur pour construire, qu'est-ce qui va garantir que ce qu'il a fait, c'est vrai? On ne sait pas, on a juste un ingénieur. Ce qui va garantir que ce qu'il a fait, c'est bon, c'est un bureau de contrôle. Et un bureau de contrôle, c'est pas l'architecte Non, c'est pas l'architecte qui prend le bureau de contrôle. Le bureau de contrôle, nous, comment ça se passe? C'est que l'architecte qui prend le bureau de contrôle avec le maître d'ouvrage. Mais généralement, le maître d'ouvrage, vous le client. Le maître d'ouvrage, c'est vous le client. Donc, vous le client, c'est vous qui prenez le bureau de contrôle. Vous allez aller voir un bureau de contrôle, vous allez lui dire, moi j'ai un projet que j'ai fait faire. Donc, voilà les études de l'ingénieur. Est-ce que vous pouvez me valider ces études? Donc, le bureau de contrôle, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont recalculer. Ils doivent tomber sur des résultats équivalents ou à peu près équivalents, mais genre de légère marge seulement. Une fois que c'est bon, le bureau de contrôle valide. À ce moment-là, l'ingénieur, il est déchargé de beaucoup de soucis. Parce que le problème aussi avec les ingénieurs, c'est que quand vous ne faites pas valider vos plans, vos calculs par un bureau de contrôle, c'est que toutes les erreurs vont vous retomber à vous. Ce sera même pas l'architecte, même pas, ça sera à vous, parce que vous avez eu à faire des calculs et vous avez assuré que ça devait tenir. Donc, le problème, c'est qu'il faut même exiger au client de prendre un bureau de contrôle. Une fois que c'est le bureau de contrôle qui va valider les études de l'ingénieur. Si le bureau de contrôle dit non, c'est pas possible, on peut pas faire ça comme ça, l'ingénieur doit refaire des calculs. L'ingénieur refait les calculs. Si l'ingénieur refait les calculs, il dit que c'est très compliqué, il revoit l'architecte, il lui dit en fait ici c'est trop grand, j'arrive pas, on peut essayer de voir si on peut réduire. L'architecte il décide ok, on réduit un peu. L'ingénieur il refait les calculs, il valide, il transmet au bureau de contrôle, le bureau de contrôle il calcule aussi, il voit ok, là c'est bon, ça peut partir. Donc ce qui veut dire que dans le bureau de contrôle, c'est un peu comme si c'était les ingénieurs, mais qui étaient les policiers d'autres ingénieurs. En gros, c'est un peu comme ça que ça se passe. Le cabinet de contrôle, c'est qui? Comme le nom l'indique, le cabinet de contrôle, c'est une structure différente du constructeur que vous allez prendre et qui a pour but de surveiller le travail du constructeur. C'est tout. Son but, c'est de surveiller que le constructeur est en train de faire ce qui doit être fait. Oui, il surveille non pas seulement l'ingénieur, mais aussi le constructeur. C'est-à-dire que le bureau de contrôle, il suit le maître d'ouvrage. C'est-à-dire que vous, le client, il vous suit jusqu'à la livraison du projet. C'est-à-dire que même l'entreprise qui va venir travailler dessus, qui va venir faire toutes les choses, le dosage du béton, mettre les armatures, le bureau de contrôle sera là pour vérifier si il respecte exactement ce qui est prescrit dans le cahier des charges. C'est ça le travail du bureau de contrôle. Mais si vous y pensez bien, ça veut dire que le constructeur, le cabinet de contrôle doit avoir en son sein les mêmes compétences qu'il y a chez le constructeur. Oui, parce que le cabinet de contrôle, il contrôle les études. Oui, une fois que votre constructeur vous dit voilà mes calculs, plan de coffrage, plan de ferraillage, ainsi de suite, qu'est-ce qui se passe? Votre cabinet de contrôle reprend ses études et il prend les hypothèses de départ et il fait les calculs et à la fin, il va voir s'il obtient les mêmes résultats que votre constructeur. S'il obtient les mêmes résultats,
bingo, on peut évoluer. S'il n'obtient pas les mêmes résultats, pause, on ne fait rien, on essaye de comprendre qui s'est trompé dans les calculs. Pourquoi on a des résultats différents. Donc vous savez qu'avoir un cabinet de contrôle, ce n'est pas du jeu. C'est pas un luxe. Non, c'est pas un luxe. Au contraire, mais je vous dis, surtout quand vous allez dans des projets de type hôtel, R+3, R+4, R+2, ça va. Vous savez, R+2, franchement, si on met les capacités au maximum, c'est bon. Mais quand vous allez R+3, R+4, ascenseur, tout ça, il faut vraiment que vous parliez à votre architecte. Vous lui disiez que j'aimerais avoir un bureau de contrôle pour le projet. Même pas j'aimerais, je dois. C'est obligatoire. Parce qu'en France, c'est obligatoire. Vous avez un bureau de contrôle pour votre projet. En fait, vous, ça vous déresponsabilise de beaucoup de choses. Et l'architecte lui-même, quand il suit votre projet jusqu'à la mission de maîtrise d'œuvre, avec le bureau de contrôle, souvent les architectes travaillent en connivence avec les bureaux de contrôle. Ils travaillent vraiment ensemble. C'est-à-dire que le bureau de contrôle va dire à l'architecte, voilà, j'ai vu que ceci, parce que c'est l'architecte qui est garant du projet. C'est lui qui suit le projet, s'il a la mission. Donc ça veut dire que le bureau de contrôle va lui rendre compte de certaines choses. Regardez, voilà, ceci, il y a ceci qui passe pas, ils ont très mal fait ceci. Alors, l'architecte va voir, le bureau de contrôle va dire au client, le client, il va discuter avec son architecte, voilà, et ensuite il va trouver la solution. Donc le cabinet d'ingénieur sera là pour retranscrire la réalité des choses, et l'architecte sera là pour faire à ce que ce qui est dessiné soit manifesté. Mais comme la plupart des personnes qui veulent construire sont en mode « je veux dépenser le moins d'argent possible », qu'est-ce que les gens font? Ils vont éviter d'avoir un cabinet de contrôle. Quand vous avez un projet comme celui-ci, ou même un autre projet, le cabinet de contrôle est là tous les jours. Tout ce qui se passe, il vérifie. Là, les fers que vous êtes en train de poser, ce sont des fers de 16. Est-ce que c'était des fers de 16 qu'il fallait mettre? Là, vous êtes en train de faire des poteaux. Est-ce qu'il fallait mettre ce type de poteau? Là où vous êtes en train de faire une cage d'ascenseur, est-ce que la profondeur de la cage d'ascenseur, c'était la bonne? Est-ce que les types de fer que vous avez mis là-dedans, ce sont les bons? Est-ce qu'il vérifie tout, étape par étape? Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui est super important. Quelqu'un qui coûte un certain prix, c'est pas gratuit. Et comme ça coûte un peu d'argent, les gens préfèrent se dire non, je ne fais pas ça, je fais confiance au constructeur. Vous rendez donc le constructeur juge et partie. Donc si le constructeur se trompe, il n'y a aucun moyen pour vous de savoir que le constructeur s'est trompé. Parce que ne l'oubliez pas, l'un des problèmes du génie civil, c'est que, avec la construction, c'est que dans quelques jours, toute cette partie ne sera plus visible, elle sera recouverte. Une fois que cette partie est recouverte, dites-moi comment vous pouvez faire pour savoir demain si cet immeuble s'effondre, que c'est cette partie qu'on avait mal faite. Puisque ces fers vont être engloutis, vous ne saurez pas quelle est la super. On vous dira que c'était des fers de 16. Mais comment vous savez que c'était vraiment des fers de 16? Qui avait vérifié? On vous dira, oui, les poteaux avaient tel diamètre. Mais qui avait vérifié? Personne. On vous dira, la composition du béton dans le radier était de telle chose. Mais qui avait vérifié? Vous voyez qu'avoir un cabinet de contrôle vous épargne d'énormément de maux de tête. Troisième facteur de succès, un laboratoire qui va pouvoir non seulement donner les compositions de béton, mais venir faire des visites surprises pour vérifier que le béton tel qu'il est utilisé sur votre site correspond à ce qu'ils ont déterminé en laboratoire. En fait, il faut bien comprendre que le béton, c'est un mélange d'agrégats, ok? On va mettre du ciment, on va mettre de l'eau, on va mettre du sable, on va mettre... Mais à quel dosage? À quel dosage? Et qui décide de ce dosage? En génie civil, ça doit être confié à une tierce partie qui est un laboratoire. En réalité, ça, ce qu'il dit, vous savez, on sait à peu près quel dosage pour quelle utilisation. C'est-à-dire que 350 kg par mètre carré pour tel type d'ouvrage, pour des ouvrages en maçonnerie, pour des ouvrages en fondation. Donc en fait, on a déjà des barèmes de dosage par rapport au type d'ouvrage qu'on veut construire. Donc c'est l'ingénieur, une fois qu'on fait un calcul, il va te déterminer, l'ingénieur aussi peut te déterminer que là, on va utiliser tel degré de dosage du béton, à défaut de prendre un laboratoire, parce qu'on ne prend pas tout le temps des laboratoires. C'est pas tout le temps la chose la plus... C'est pas parce qu'il va te dire tant de dosage que tu vas... Non, le dosage dépend surtout de la masse volumique de la chose qui va soutenir. C'est-à-dire que par exemple, pour un radier, on va voir, ok, le radier, il va reposer sur une charge totale du bâtiment de combien de kilonewtons? On va déterminer, ça va reposer sur temps. Ok, vu que ça va déposer sur temps, quel type d'ouvrages dans le barème de tableau sont répertoriés à un dosage de temps de kilogrammes par mètre cube? On voit, ah oui, en fait, à partir de temps de kilogrammes, on doit faire 420 kg par mètre cube de béton. Ah ok, donc là, on va aller sur ça. Pas tout le temps besoin de ce qu'il dit, mais c'est aussi important, oui. Qu'est-ce qu'on fait? On prend quelques éléments sur le site, de la terre, ainsi de suite, le sable, le gravier, tous les éléments avec lesquels on fait la construction. On donne ces paramètres à un laboratoire qui met tout ça dans une machine, il obtient des résultats et il fait des tests de pression. Il fait des tests, il voit la rupture, il recompose, il refait des tests après quelques jours jusqu'à ce qu'il obtienne les bons résultats. Il vous dit donc que si vous voulez réaliser
un projet dans lequel vous allez construire une maison de telle hauteur, un immeuble de telle hauteur, voilà comment doit être composé le béton. Oui, ça c'est à l'étape préalable, l'étape de l'étude de sol. Quand tu étudies le sol, c'est à ce moment-là que tu dois savoir quelle pression va supporter le bâtiment total, jusqu'à quelle profondeur on doit creuser la bande terre. Une fois que c'est fait, on va déterminer le poids total du bâtiment. En fait, ça va se référer, comme je vous ai dit, à ce tableau, à ce barème, qui va vous notifier à partir de ce tel poids, on est à tel type de dosage. Donc, vous faites ce dosage. C'est des normes universelles. Vous vous rendez compte si chaque bâtiment, chaque truc, il fallait calculer chaque... Non, c'est pas comme ça. Il y a un barème dans lequel vous savez que quand j'atteins cette jauge, je suis tombé dans ce truc. C'est comme des barèmes des prix. Tu sais que si tu achètes 10 trucs, tu vas tomber à 1000 euros. Si tu en achètes 9, tu n'es pas à 1000 euros, tu es à 900 euros. Tu vois, quelque chose comme ça. Je pense que vous donne la composition exacte du béton. Et c'est donc sur la base des résultats de ce laboratoire que vous pouvez donc maintenant venir sur votre site et mélanger le béton dont vous aurez besoin pour pouvoir construire. Problème. Enfin, problème non. Le laboratoire peut vous donner cette composition. Vous arrivez, vous faites n'importe quoi. Voilà pourquoi un bon laboratoire fait des visites surprises sur le chantier. Il vient, il a votre planning. Il sait quand vous êtes supposé faire le radier ou alors les différentes dalles. Laboratoire et tout, c'est vraiment important quand vous allez vraiment dans les projets, comme je vous ai dit, quand vous allez dans des trucs ascenseurs, tout ça. Dans des trucs complexes, il faut vraiment avoir les pieds sur la terre. Pendant que vous êtes en train de tourner le béton, il prend un prélèvement du béton, il l'amène au laboratoire. Il va vérifier si le béton que vous êtes en train de mettre dans cet immeuble respecte. Alors là encore, il le parle par rapport aux contraintes africaines. Ce qui se passe, c'est que tu n'as même pas besoin de venir voir comment ils font le béton. Tu as des entreprises spéciales. Tu vas les dire, j'ai envie qu'on me livre un béton dosé à 30 kg par mètre cube. Ils vont venir avec ce béton qui est déjà dosé à 30 kg par mètre cube. Tu mets. Là, la responsabilité vient à l'entreprise maintenant qui est venue te livrer. Donc, c'est des entreprises, je veux un béton dosé à 250 kg par mètre cube. On vient, on vous livre un béton dosé à 250. C'est comme ça. Si vous voulez fabriquer vous-même, oui, vous pouvez. Si c'est pour des petits espaces, des petits endroits, on peut fabriquer nous-mêmes. Si c'est pour des gros trucs, genre le radier et tout, vous appelez une bétonnière avec un dosage déjà fait, préfabriqué, pour que ça vienne, on vous le livre directement, c'est fait. Les conditions qu'il vous a données. Vous voyez que quand on est déjà au troisième point. Pour ça, il faut aussi faire confiance aux entreprises. C'est pourquoi au début, il parlait de charlatans. Oui, en Afrique, il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire des choses qui ne seront pas exactes et ça va vous induire dans des erreurs. Donc, c'est pourquoi il faut toujours vérifier. Donc, pour le coup, en Afrique, c'est mieux d'avoir des doubles vigilances, des doubles vérifications, des gens qui savent le faire, de vérifier ces choses. Vous voyez si que c'est en Europe, ok, tu peux avoir le cœur tranquille. Tu as beaucoup de gens qui sont là pour surveiller. Donc, vous pouvez avoir des erreurs, mais vraiment minimes, des erreurs d'inattention. Mais des grosses erreurs en Afrique, c'est possible. Et dans le bâtiment, les grosses erreurs ne sont pas tolérables. Cette étape ne peut pas faire un bâtiment qui va tomber. C'est impossible. Non. Par contre, là, il dit vrai. C'est que quand tu fais ça, tu peux pas faire un bâtiment qui va. Si tout est respecté, tout est bien calculé, tout carré, ton bâtiment sera là jusqu'à. Possible. C'est impossible. Parce qu'avant de faire un bâtiment, il y a une panoplie d'études qui sont faites. Les immeubles qui tombent, ce sont des immeubles de personnes qui ont voulu faire des économies ou alors, par malheur pour eux, ils sont tombés sur des charlatans qui leur ont fait n'importe quoi. Là, on était au troisième élément. Quatrième élément qui va assurer le succès de votre construction, c'est votre constructeur. J'ai parlé beaucoup des études jusqu'à présent et peut-être que certains ont pensé que le constructeur n'était pas important. Il est hyper important. C'est vrai. Le constructeur, c'est le gars qui va mettre en œuvre toutes ces études et tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Et c'est là que vous allez donc vous rendre compte que, en fonction du choix du constructeur que vous allez prendre, des méthodes qu'il utilise, vous allez avoir un projet qui va vous coûter le simple, le double, le triple. Le constructeur est en charge d'avoir des options. Par exemple, je vous ai parlé du radier ou alors des semelles. Eh bien, le radier, ça coûte beaucoup plus cher que les semelles. Parce qu'il faut bien vous imaginer que si vous prenez un terrain qui fait 1000 m² et que sur 1000 m², vous mettez 80. Vous mettez une épaisseur de 80 cm de béton sur les 1000 m², ça coûte une fortune. Vraiment. Un charlatan va venir, il va vous dire non, il va plutôt vous mettre des semelles, il va vous mettre des poteaux. Il va vous remplir l'endroit de poteaux. Parce que pour avoir la même résistance, il va falloir multiplier le nombre de poteaux partout. L'inconvénient, c'est que vous ne pourrez plus avoir un parking souterrain, par exemple, parce qu'il y aura tellement de poteaux. Vous avez déjà vu des immeubles où vous entrez, vous voyez des poteaux partout. C'est parce que les gars n'ont pas voulu faire un radier, parce que le radier coûtait cher. Donc ça fait partie des choix que le constructeur fait. Le constructeur va faire des choix sur le type de dalle qu'il va faire à chacun de vos étages. Le poteau ne dépend pas seulement du fait d'utiliser un radier, pas du tout. Le poteau dépend aussi de la structure même du projet, de comment le projet il est structuré. Si le projet il a des formes complexes, il faudra quand même des poteaux pour soutenir ces choses-là. Donc ça ne dépend pas seulement du fait d'utiliser des fondations ou un radier, pas du tout. Le constructeur va faire pas mal de choix qui lui reviennent, avec pour but soit d'être plus rapide, soit de gagner du temps. Il va choisir le type Et c'est là encore que c'est important d'avoir un bureau de contrôle, parce que si le constructeur il sait que j'ai un bureau de contrôle, il y a vraiment un contrôle technique qui est effectué régulièrement, là il aura peur. Il saura que là, j'ai pas le droit d'erreur. Moins d'erreur, ça va se répercuter sur ma facture. C'est comme ça.
Est-ce qu'il vous fait des murs pleins? Est-ce qu'il vous fait des parpaings? Enfin, il fait beaucoup de choix, ok, qui lui reviennent en tant que constructeur. Et tous ces choix-là, à la fin de la journée, gonflent ou pas le prix de votre bâtiment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est donc super important de ne pas prendre un charlatan pour venir construire votre projet. Vous devez prendre quelqu'un qui sait s'y prendre, quelqu'un qui a l'habitude, qui a l'expérience. Ne permettez jamais à quelqu'un de venir acquérir de l'expérience dans votre projet. Je sais que vous pouvez dire, mais Philippe, si tu ne fais jamais confiance à quelqu'un, quand est-ce qu'il va avoir de l'expérience? Pas sur mon projet. Tu as compris? Pas sur mon projet. Tu ne peux pas aller mobiliser autant d'argent parce que construire, si vous avez bien compris, ça coûte super cher. Tu ne peux pas aller prendre autant d'argent pour venir confier ça à quelqu'un qui est en train de débuter ou qui va débuter sur tes projets ou dont on va dire, oui, moi, j'ai appris à faire ces projets-là quand je travaillais pour tel. Je vais aller prendre tel. Mais je ne peux pas prendre un débutant pour lui confier un projet de construction. Et je pense qu'il ne faut pas faire ça. C'est pas faux. D'autant plus que s'il y a bien quelque chose qui a beaucoup d'aléas dans la vie, c'est la construction. Un débutant doit travailler auprès d'une personne qui a beaucoup travaillé dans le projet de construction pour qu'il comprenne. Pas une personne qui vient de débuter comme ça, bam bam, projet de construction. Non. Il faut avoir au moins fait des projets, 1, 2, 3, 4. Tu vois comment la chaîne a fait et voilà. Aucun projet de construction qui se passe comme prévu du début jusqu'à la fin. Aucun. Tous les projets de construction se font avec beaucoup de surprises. Ça va donc être la capacité pour le bureau qui est en charge de réaliser votre construction, de pouvoir gérer ces aléas. Vous pouvez être en train de construire, vous pouvez être en train de creuser. Par exemple, sur ce site, quand ils étaient en train de creuser, on s'est rendu compte qu'il y a eu des câbles électriques qui étaient mal enfouis et qui ont fait couper l'électricité à tout le quartier. Donc, un chantier, ce sont des aléas en permanence. Et avoir donc beaucoup d'expérience est l'une des garanties que vous avez d'avoir un projet qui tient la route. Il doit toujours, il y a un problème, il y a un chat qui est mort. Bon, là je rigole, mais il y a toujours des problèmes. Par exemple, la nature dont tu l'as dit, ils sont de creuser et que finalement ils se sont rendus compte qu'il y a... Mais attends, pendant que je vois le terrain là, je me dis, ça c'est la maison des voisins. Donc ça veut dire que lui il construit vraiment sur la totalité de son terrain, quoi. Il n'a pas laissé un espace, c'est vraiment tout le terrain qu'on va mettre des radiers? Ok. Ah ouais, d'accord. D'accord. Avant de vous parler du 5e et dernier point, je voulais vous montrer par exemple un truc qui moi me fascine. Ce sont les poteaux. Si vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure que les études permettaient de déterminer la taille des fers que l'on utilisait, mais aussi l'épaisseur du radier. En laboratoire, on détermine la composition du béton. Okay? Donc ça veut dire que depuis la chape que vous avez au sol, on va mettre du béton, on va remplir complètement tout le site de béton qui va arriver jusqu'à une certaine hauteur, à peu près 5 cm au-dessus des fers. Okay? Donc on va remplir toute cette zone de béton. Okay? Ce remplissage-là, on va le faire aussi au niveau de la cage de l'ascenseur. Parce qu'on pourrait se demander, mais comment on le fait au niveau de la cage de l'ascenseur? Eh bien ici, par exemple, vous allez voir que vous allez avoir un certain nombre de poteaux comme ça au niveau de votre sous-sol. Certains de ces poteaux vont soutenir votre bâtiment en allant depuis, comme vous le voyez, la base, jusqu'à la totalité du bâtiment. Que ce soit un bâtiment qui fasse R plus 10, S plus 20, S plus 30, vous avez des poteaux qui partiront depuis le sol. Vous voyez que ces poteaux-là sont noyés dans le radier et ils vont monter jusqu'au sommet de votre bâtiment. Quelle est l'épaisseur de ces fers, de ces poteaux? Quelle est la composition en fer qu'il y a là-dedans? Tout ceci est le résultat de calculs. Voilà pourquoi je vous disais que s'il y a quelque chose avec lequel il ne faut pas rigoler, ce sont les calculs. Il ne faut pas rigoler avec les amis, c'est pourquoi la construction, surtout quand les gens ils me contactent, moi je veux construire ceci, je veux construire cela, oui un immeuble, oui, est-ce que tu es prêt pour ça? Parce qu'une fois que tu veux construire, ok, mais il faut déjà avoir pris, c'est pourquoi cette vidéo elle est très importante, une fois de plus, que vous sachiez ce qu'il faut faire quand il faut construire. Les étapes qui vous seront attendues quand il faut construire un projet. Parfois c'est des clients, vous mettez des gens dans des problèmes inutiles, vous n'avez pas beaucoup de budget, vous voulez construire, vous faites à ce que l'entrepreneur il fasse des concessions incroyables qu'il n'aurait pas pu faire. Non. S'il vous demande quelque chose, bon, après en Afrique, c'est vraiment à discuter. Parce qu'il y a des gens, parfois, ils veulent demander, c'est juste parce qu'ils vont bouffer trop. C'est pourquoi il faut toujours faire valider par une expertise, etc. C'est pour ça. Mais sinon, il faut donner ce qu'il y a donné pour construire, pour avoir un beau projet. Ce sont les calculs. Je vais vous montrer, par exemple, de ce côté-ci plutôt. Là, on a le côté technique. Là, on ne parle pas d'architecture. Là. Vous avez vu que c'est beaucoup plus que ça quand on parle de technique. Parce que souvent, quand je vous présente à Belle Villa, et tout, oui, mais Belle Villa, vous savez comment elle était construite? Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Après, les villas, ça va. Les villas, ça va, c'est mon coup de cœur. C'est la chose qui est le moins compliquée à réaliser. Les villas, limite... même tout ce qui est structure et tout, c'est nous-mêmes qui les réalisons, on fait tout de A à Z. Mais quand il faut vraiment aller dans des immeubles, là, on travaille vraiment avec plusieurs partenaires. Au niveau de l'ascenseur, c'est complètement normal. Je ne sais pas si on peut
bien le voir. Il y a beaucoup de fer, donc je ne sais pas si vous pouvez vraiment le voir. Mais au niveau de la cage d'ascenseur, vous avez tout en bas un radier aussi. Donc vous avez un radier là en bas que l'on va pouvoir remplir. Et une fois qu'on a rempli ce radier-là, si vous voyez bien tout autour de la cage d'ascenseur, vous avez pas mal de fer. On va remplir ces abords-là. En fait, l'ascenseur en lui-même va toujours s'arrêter ici. Ok, l'ascenseur va s'arriver au niveau du sol. Et juste en dessous, entre le radier et l'ascenseur, vous allez avoir un espace dans lequel vous allez avoir des ressorts de protection. Ce sont des ressorts qui s'activent au cas où l'ascenseur perd complètement le contrôle et il est en train de tomber. Donc, au cas où l'ascenseur arriverait à tomber, ce qui est juste quasi impossible avec les nouvelles technologies d'ascenseur, parce qu'en fait, les technologies aujourd'hui veulent que quand un ascenseur est en train de tomber, qu'il s'incline, de telle sorte qu'un côté de l'ascenseur commence à avoir une pression pour éviter que... Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez un ascenseur qui tombe, boum, et qu'il n'y a aucun frein, il va venir tomber sur les ressorts. Maintenant, il y a une sécurité qui fait que si l'ascenseur perd le contrôle, l'ascenseur s'incline. Donc, il va y avoir un frottement qui va faire qu'au fur et à mesure qu'il va descendre, il va perdre de la vitesse. Donc, en fait, les ressorts qui sont en bas ne servent quasiment plus à rien, mais on les met quand même comme deuxième moyen de secours. Donc, voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a entre le radier et l'ascenseur lui-même un espace dans lequel on va mettre, entre autres, des ressorts de sécurité et de protection. Ça dépend aussi des constructeurs. Et tout ça, c'est le résultat de calcul. Vous pouvez peut-être vous demander, mais comment on va faire pour remplir toute cette zone sans remplir donc cette partie-là? C'est simple. Quand ils ont fini de faire le radier dans l'ascenseur, en fait, ils commencent par l'ascenseur. Quand ils ont fini de faire le radier de l'ascenseur, ils vont construire tout autour du radier un mur, on peut appeler ça comme ça, qu'ils vont lever jusqu'à une certaine hauteur, vous voyez, jusqu'où les fers vont. De telle sorte qu'une fois qu'ils ont fini là, ça va être comme une grosse bassine qu'ils vont faire en réalité, séparée, puisque là on est sur 2 ascenseurs, séparés en 2. Et quand ils vont donc remplir le reste du site, comme il y aura déjà ce mur qui va exister, eh bien, ça va juste venir frapper sur cette paroi et monter progressivement. Donc, ce béton ne va jamais entrer dans l'ascenseur. Donc, tout ceci pour remettre encore en évidence la pertinence, l'importance d'avoir de très très bonnes études pour votre projet. Vous savez, je ne fais pas souvent ce type de vidéo parce que moi, je pars plus dans le principe architectural. Je présente un peu plus le côté beauté architecturale. Mais c'est aussi important de faire ce type de vidéo là où on vous montre un peu plus la technique. C'est très important pour vous de savoir comment ça se passe, comment ça se fait. Et aussi, j'ai tenu vraiment à faire cette vidéo parce que c'est aussi Philippe Simo, c'était une figure très connue qui parlait de ça, justement. Vous savez que beaucoup plus de personnes sont plus enclins à suivre cette vidéo. Donc, justement, c'est dans l'idée que plus de personnes soient sensibilisées à savoir ce genre de choses, ce genre d'étapes. C'est pas à négliger, c'est vraiment important. Prenez-en conscience et suivez attentivement la vidéo jusqu'à la fin. Et je pense que ça a été une bonne vidéo pour vous. Ce qui nous conduit maintenant au 5e et dernier élément important pour votre projet. Le 5e et dernier point concerne la partie administrative. Il se trouve que beaucoup de gens confient des constructions à des constructeurs sans jamais avoir signé un contrat. Oui, les amis, en génie civil, un contrat, c'est super important. Le contrat, ça protège les deux parties. De déterminer beaucoup de choses. Dans le contrat, le constructeur vous précise énormément de choses liées à la manière à laquelle il va travailler avec vous. Il vous précise, par exemple, les modalités de paiement. C'est très important quand vous faites un projet de construction de bien jalonner les paiements avec des étapes bien précises du projet. C'est super important. Parce que quand vous voulez construire un projet, on peut vous dire, par exemple, il faut 10 000 € ce mois, 15 000 € le mois prochain, 5 000 € le mois prochain. Ça vous permet de lisser votre trésorerie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez quand le besoin d'argent va se faire ressentir et quelle étape. Ça fait aussi que si à un moment donné vous avez un problème avec le constructeur, vous ne voulez plus continuer avec lui, eh bien c'est pas grave. Vous aurez payé ce pourquoi il a travaillé. Ce qui pose souvent un problème, c'est quand tu prends tout l'argent, tu donnes tout l'argent à un constructeur et tu commences à attendre. Mais si ce constructeur a un problème, s'il a un aléa, ben, c'est fini. Ouais, les paiements sont souvent échelonnés. C'est échelonné. Et même ça, généralement, c'est même pas le client qui paye la construction parce que c'est l'architecte qui sélectionne le constructeur. C'est nous, c'est moi l'architecte qui vais sélectionner avec quelle entreprise de construction je vais travailler. Le client peut aussi avoir. Alors là, ça, la responsabilité du client. Mais si c'est toi l'architecte qui suit le chantier, tu sélectionnes l'entreprise. Le maître d'ouvrage, donc le client, lui, ce qu'il doit sélectionner vraiment, c'est surtout l'entreprise avec laquelle il va travailler comme bureau de contrôle, qui va contrôler comment ça se passe, qui va contrôler les études, toutes ces choses, oui. Ouais. Vous allez vous retrouver dans des problèmes difficiles parce que vous lui avez donné beaucoup trop d'argent par rapport au projet qu'il devait réaliser. Le deuxième élément administratif qui est très important, c'est d'avoir un planning d'exécution. Quand on veut construire un bâtiment comme celui-ci, bien évidemment, on doit avoir un planning dans lequel on dit, on va être à telle étape, à telle période. Ça permet de voir la progression du chantier, mais de l'autre côté, ça permet aussi de voir le décaissement. Le troisième
document qui est très important. Et le planning d'exécution, ça vous évite à, oui, je construis ma maison en 2 ans, 3 ans, non. Dans le planning, tu as tout. Si c'est en 9 mois, ça sera en 9 mois. Puis avoir les aléas, bien entendu, en pensant en compte, on dit, OK, peut-être pas 9 mois, on va livrer le projet. On dit, on prend peut-être 1 mois de marge d'erreur, oui. Mais sinon, généralement, le planning va vous dire tant de mois, tant de périodes de décaissement. Tout est déjà calculé, tout est fait. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, généralement. C'est un DQE, c'est un document qui donne les quantités de matériaux qui vont être utilisés pour le chantier. Ça veut dire que pour pouvoir vous chiffrer un bâtiment, le constructeur doit vous dire, pour la fondation, voilà combien ça va vous coûter. Et il va vous dire pourquoi ça va vous coûter cette somme. Il va vous dire parce que je vais utiliser telle quantité de béton à telle quantité de dosage pour telle quantité de prix sur le marché. Pour le rez-de-chaussée, voilà. Pour le premier étage, pour le deuxième, jusqu'au 10e étage si vous voulez. Mais il va vous chiffrer votre projet étage par étage en vous disant à chaque fois qu'est-ce qu'il va utiliser techniquement et combien ça va coûter. Quand vous avez ce document, parce qu'il faut bien le savoir, un chantier, ce sont des aléas. Quand le constructeur va venir vous dire en cours de route, monsieur, vous devez payer un peu plus. La question que vous allez lui poser, c'est OK, je veux bien payer un peu plus, mais pourquoi je paye un peu plus? Il va vous dire parce que initialement, je vous ai facturé telle quantité de béton à tel prix pour faire tel étage. Sur le terrain, une fois qu'on s'est lancé, on s'est rendu compte qu'il y a des aléas sur un chantier. On s'est rendu compte que. Derrière, vous vous tournez vers le cabinet de contrôle qui est indépendant. Que pensez-vous de la demande de rajout qui est faite par le constructeur? Le bureau de contrôle, il peut vous dire non, ce n'est pas nécessaire ou alors oui, c'est nécessaire. Parce qu'effectivement, il s'est passé ça. Clairement. Si vous n'avez pas un devis quantitatif estimatif, sur quelle base on vous demande de payer plus? Voilà comment ça se passe. Moi, je suis architecte. J'ai fait un projet. Avec mon ingénieur, on a déterminé un devis estimatif. C'est vraiment une estimation et un quantitatif. On recrute des entreprises. Les entreprises, on leur donne le projet. On leur dit, faites-nous un devis. Ils vont faire le devis. Par exemple, ils vont dire, ça va coûter un total de 100 millions. OK? La maison, tout. Moi, je compare avec mon devis que je vais faire. Moi, dans mon devis, je tombe à 150 millions. 100 millions. Cependant, je n'ai pas pris qu'une seule entreprise. J'ai pris 3 entreprises. Il y a une entreprise qui m'a dit 100 millions. Une autre entreprise m'a dit 160 millions. Et une autre entreprise m'a dit 50 millions. Mais moi, je suis tombé sur 150 millions. Donc l'entreprise qui se rapproche le plus de moi, c'est celle qui a fait 160 millions. Il y en a une 100 millions, c'est un peu trop bas. Une à 50 millions, c'est trop bas. L'idée, c'est de savoir pourquoi. On va leur demander, on va leur envoyer des messages pour leur demander, voilà. En fait, tout est surligné, toutes les prestations. Donc on va leur demander pourquoi ici vous facturez tant, pourquoi ici vous facturez tant. Et beaucoup de gens seront peut-être pressés à se dire, OK, l'entreprise à 50 millions, c'était bien. Non, c'est jamais bien quand c'est beaucoup trop inférieur. Donc celle qu'on va potentiellement garder, c'est celle de 100 millions et celle de 160 millions. Et moi, je vous dirais de discuter juste avec celle de 160 millions, de discuter à 150 ou 140 millions et d'aller avec elle parce qu'elle est tombée pas très loin de vous, de ce que vous aviez prévu vous. Sur quelle base? Sur quelle base le constructeur va venir vous dire non, donnez-moi plus d'argent, j'avais vu ci, j'avais vu ça, je m'étais trompé ceci? Sur aucune base. Si vous êtes donc dans un projet dans lequel vous n'avez pas ces éléments administratifs, vous êtes sujet au fait que les prix plus fluctuent et vous n'ayez aucun élément pour pouvoir comprendre pourquoi on vous demande plus d'argent. Et je sais, il a mis ça à l'étape 6, mais normalement, ça c'est le début. Hein. C'est vraiment à l'étape du début, le chiffrage du projet, quoi. Heureusement, parfois, il y a des sociétés qui ont ces mauvaises manies de fonctionner. Elles vont vous dire, oui, nous voulons, ne vous inquiétez pas, on va vous faire votre projet. Il vous fait un prix très bas. Voilà pourquoi, quand vous faites un appel d'offres, méfiez-vous de celui qui a un prix trop bas par rapport aux autres. Parce que parfois, il n'a juste pas compris. C'est Toto. Toto n'a rien compris. Si tout le monde vous dit que votre bâtiment va vous coûter 10 millions, quelqu'un vient vous dit c'est 3 millions, vous lui donnez l'argent, vous êtes fou. Comment vous prenez 4 concurrents, les 3 autres sont entre 9 et 11 millions, et un dernier vient vous dire qu'il va faire ça à 3 millions, vous dites non, c'est lui l'homme de la situation, lui c'est le sorcier de la situation, il va rien faire du tout. Mais comme les gens sont attirés par la faille du bien, on va se dire mais lui il est vraiment moins cher, je vais lui donner mon travail, tu vas avoir aucun travail du tout. Donc méfiez-vous des moins chers. Par contre, si vous avez un document, en réalité, il y a beaucoup de détails que je ne peux pas évoquer dans cette vidéo parce que c'est tout un métier, mais en fait quand vous voulez un devis pour votre chantier, vous devez faire établir déjà par la personne qui vous a fait les études un document dans lequel il met toutes les lignes de poste que le constructeur doit remplir. Et justement, c'est ce que je viens de dire, ça se fait dès le début du projet. Ça se fait pas à cette étape-là. C'est même pas le constructeur, c'est d'abord l'architecte. Tout part de l'architecte. C'est-à-dire que moi, si je décide que je vais utiliser des carreaux, qu'il y aura des carrelleries, l'ingénieur, lui, il va juste commencer à faire son chiffrage à partir de ce que j'ai mis. Et une fois qu'il va faire son chiffrage, ça c'est pour nous, dans notre compte à nous. Ça c'est notre partie à nous. Dans les entreprises qu'on va recruter, qu'on va faire un appel d'offres, au moins disons, si on prend 4 entreprises, eux aussi vont nous faire un chiffrage. Combien ça va coûter l'achat du matériau? Combien ça va coûter la pose du matériau? Donc la pose, c'est-à-dire la main d'œuvre. On va comparer avec nos prix à nous. On va voir, bon, à peu près ça peut coûter 10 000. Lui, il a mis combien? Il a mis 11 000. Ok, on n'est pas loin. C'est comme ça qu'on calcule. C'est pourquoi c'est des étapes qui prennent des
des étapes qui prennent un peu plus de temps, ce genre d'étapes qu'il faut structurer. Et ça se fait pas en un claquement de doigts. Il faut contacter les entreprises, leur envoyer les projets, qu'ils fassent leur chiffrage, que nous on fait des comparaisons, qu'on se cale sur un prix jusqu'à tomber d'accord. Donc c'est pas toujours, oui, je veux un devis, oui, ça va coûter combien. La première question, voilà, des clients, c'est ça va coûter combien. Mais non, mais on peut pas te dire comme ça va coûter combien. Je peux te dire un chiffre là, ça peut te faire plaisir, mais ça va jamais coûter ça. Donc vous envoyez ce devis détaillé là, qui vous a déjà été fait par l'ingénieur en génie civil. Et vous envoyez donc ce devis-là et le constructeur met juste des prix. Parce que le gars qui fait les études a déjà tout détaillé dans le projet. Et les autres vont juste mettre les prix et vous allez les comparer là-dessus pour voir qui est moins cher, qui est cher et qui a de l'expérience de construction. Voilà 5 étapes qui, si vous les réalisez, vos projets ont de très fortes chances d'aller jusqu'au bout et d'être une réussite. Négligez un seul d'entre eux et vous risquez de lire très sévèrement. Parce que dans les histoires de construction... Ça veut dire quoi, lire l'heure? Non seulement vous perdez de l'argent, mais parfois vous emportez des vies humaines avec vous. Parce que quand un bâtiment s'effondre, il n'est pas... Je pense que ça veut dire que tu vas regretter un truc comme ça. Je vous dis qu'il prévient. Parfois il s'effondre et il part avec la vie des gens. Ça me rappelle ce qu'un ami a dit un jour, la construction c'est pas une affaire de pauvres. Parce que tout ce que je viens de vous dire là, ça demande beaucoup d'argent. Donc si vous n'avez pas d'argent, laissez les histoires de construction pour le moment. Quand vous êtes prêts, revenez en force et faites ce que vous avez à faire. C'est pas faux. L'idée, le message que c'est pourquoi il faut se lancer dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous prépare une très bonne surprise par rapport aux locations courte durée. Je vous en parlerai plus tard et prochainement. On pourra faire, si vous le souhaitez, d'autres vidéos comme ça pour parler de construction. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Est-ce que vous pensez que les étapes qui ont été citées dans cette vidéo sont pertinentes? Est-ce que vous remarquez et vous appréhendez la complexité de la chose de vouloir construire un immeuble? Beaucoup de gens se disent juste, j'aimerais construire un immeuble, mettre des appartements beaux, un immeuble de haut standing. Oui, je suis d'accord, mais à quel prix? Le prix, c'est très important. C'est pourquoi il faut vraiment veiller à ce que les choses soient bien faites dès le début. Comme ça, vous êtes en paix, vous êtes tranquille. Ça sert à rien de juste dépenser à faire des économies. Vous voulez construire un immeuble, de ne pas dépenser le prix qu'il faut. Plus tard, si ça vient s'effondrer, vous perdez tout votre capital, tout votre argent. Vous voyez pas que c'est quelque chose à refaire à zéro? Non. C'est pourquoi, quand vous faites des projets, si vous n'êtes pas assez prêt, associez-vous. Associez-vous avec 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 personnes et réunissez la somme exacte pour construire l'immeuble. Les gens s'associent. C'est pas obligé de faire un projet tout seul. Non. Vous pouvez vous associer, vous prenez des prêts. Vous êtes au moins 3, 4, vous prenez 3 prêts, construisez l'immeuble, c'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Donc, construisez au juste prix et de l'argent. Ceux qui veulent construire, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez le lien en description. Vous prenez contact avec moi, on va discuter de votre projet. Je verrai si je vous accompagne. Non. C'est pourquoi c'est toujours important. Quand je discute avec mes clients, je leur demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, comment vous pensez que vous allez financer le projet. C'est des questions importantes à poser aux clients pour savoir si ça sera viable ou pas du tout. C'est pourquoi c'est à ce moment-là que je sais que oui, je peux accompagner tel client sur ça ou pas du tout. C'était Sagesse Bouteau. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. J'ai réalisé une formation pour la construction avec des matériaux locaux, écologiques, des matériaux en terre crue. Le lien est en description. Allez checker, c'est pour vous. On se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.